Voilà, donc je disais que j'étais ravi que tu aies accepté de nouveau notre invitation. Tu nous fais l'amitié de venir pour la deuxième année, puisque tu étais déjà venu l'année dernière à l'occasion de la sortie de Qui le repose dans le vol. Je te remercie énormément. Donc, est-il nécessaire de présenter Eric Fassin? Je ne sais pas. Donc, Eric Fassin, c'est un sociologue, une figure intellectuelle aujourd'hui qui compte, me semble-t-il, dans l'espace public, qui a enseigné à l'école normale, qui aujourd'hui enseigne à Paris 8, me semble-t-il, qui était spécialisé dans ce qu'on appelait les gender studies, et notamment aussi sur les questions migratoires. Tu fais partie aussi d'un collectif qui s'attache peut-être à esquisser ce qu'on pourrait appeler une redéfinition de la figure de l'intellectuel. On peut peut-être parler un peu d'une figure de l'intellectuel collectif, telle qu'avait pu un peu l'esquisser, peut-être selon d'autres modalités, Pierre Bourdieu. Enfin, en tous les cas, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Cette France-là, qui s'attache à travailler évidemment sur les politiques migratoires, non seulement en produisant de la connaissance, c'est-à-dire en réalisant un certain nombre d'études, de travaux, d'essais approfondis, mais qui, dans le même temps, revendique aussi une dimension d'intervention, comme ça, et de dialogue, d'interpellation, d'intervention, donc de prise de parole dans l'espace public, et donc aussi d'interpellation des médias comme des politiques, peut-être. Peut-être pour en dire un mot, voilà. Effectivement. Oui. Donc non pas là en mon nom propre, mais cette association, Cette France-là, elle avait été constituée en 2007 pendant la campagne présidentielle, la précédente, d'abord à partir d'une série d'affiches qui avait été diffusée, où nous racontions des histoires expulsées, et donc avec leurs photos, bien sûr avec leur accord, et avec aussi un petit texte qui racontait leur trajectoire rapidement. Et l'idée était de donner des visages à cette politique qui était présentée seulement comme une logique qui se déployait selon à la fois le réalisme et le pragmatisme. Et donc il s'agissait d'incarner un peu ces histoires. Et on avait fait cette campagne d'affichage avec un slogan qui était Cette France-là, vous l'aimez, point d'interrogation, vous pouvez la changer. Et c'était juste avant les élections, et évidemment, il n'y avait aucune référence politique, mais on pouvait espérer que les gens qui verraient ces affiches seraient saisis d'une sorte de prise de conscience subite qui les amènerait à transformer leur vote. Il se trouve que Nicolas Sarkozy a été élu malgré notre campagne d'affichage, ce qui nous a beaucoup surpris. On avait eu l'impression d'avoir été assez définitif. Et en même temps, ça posait une question qui était qu'est-ce qu'on fait après ? Une fois qu'il a été élu, c'est-à-dire on avait nos jolies affiches, jolies mais pas drôles, et qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est-à-dire, et en particulier, la question qui se posait vraiment de manière très, pas simplement rhétorique, mais c'était, on connaissait beaucoup de gens aux États-Unis, puisqu'on a pas mal de liens aux États-Unis, qui, après la réélection de George Bush, avaient dit qu'il quitterait les États-Unis. Et il ne l'avait pas fait, en général. Et du coup, il y avait un côté très dépressif de cette affaire. Et donc, on s'est dit, comment on va faire pour ne pas être entièrement dépressif? Il nous est apparu que la seule solution était d'essayer de trouver des manières de critiquer, de résister, de combattre, d'essayer de donner voix politique. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant les dernières années, c'est-à-dire pendant tout le mandat. On a publié 4 volumes. Un peu massif, et puis ensuite 2 essais juste avant la présidentielle. On a aussi fait autre chose qui était une sorte d'expérience. La présidentielle de 2012. Oui, la présidentielle de 2012. Et on a fait aussi autre chose qui était une expérience dont je ne suis pas sûr de savoir bien tirer les leçons, mais qui était de lancer l'idée et ensuite d'organiser un audit de la politique d'immigration avec des élus de la République qui étaient à la fois des députés, des sénateurs et des députés européens, et de différents partis. En gros, l'idée c'était que, au lieu d'avoir les discussions habituelles sur le problème de l'immigration,
on voulait constituer la politique d'immigration en problème, c'est-à-dire changer de problème, ce qui était un slogan qui me paraissait porteur, changer de problème. C'est une question que j'avais, pour faire le lien peut-être entre la rencontre de l'année dernière et celle de cette année, qui est marquée par un changement de gouvernement. J'avais envie, pour faire le lien peut-être, qu'on revienne un instant justement sur cette question du problème. L'immigration est-elle un problème? Changeons de problème. L'année dernière, tu avais bien, enfin, tu avais, je crois, exposé en des termes extrêmement clairs comment fondamentalement l'immigration n'est pas forcément un problème, mais qu'il faut pour un certain nombre de personnalités politiques et de partis politiques faire de l'immigration un problème. Et que donc, et c'est ce à quoi on a assisté notamment lorsque Nicolas Sarkozy était président, il y avait à chaque fois à charge pour notamment des ministres de l'immigration de problématiser, de trouver un angle d'attaque nouveau pour problématiser et faire de l'immigration un problème. Alors est-ce que tu pourrais peut-être revenir là-dessus, un peu préciser, de façon à ce qu'ensuite on puisse peut-être... D'abord, effectivement, enfin, j'oscillerais entre parler en mon nom propre et, sinon le porte-parole, mais du moins partie prenante de cette France-là, et finalement, peu importe si c'est moi ou si c'est nous, etc. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que la question du problème, qu'est-ce que c'est qu'un problème, c'est pas seulement sur l'immigration. Il me semble que c'est vrai en général. C'est-à-dire que la politique, c'est de poser des problèmes. Les problèmes ne se posent pas tout seuls. Moi, j'ai l'impression que le jour où j'ai compris que les problèmes ne se posaient pas tout seuls, qu'il fallait qu'il y ait des gens qui les posent, j'ai un peu mieux compris comment marchait la politique. Et le problème, donc, c'est quand on n'aime pas les problèmes qui sont posés. Et que donc, on trouve qu'il faudrait poser d'autres problèmes. Et donc, il ne s'agit pas de dire que c'est des faux problèmes, simplement, ce n'est pas les problèmes qui m'intéressent. J'aurais envie qu'on change de problème. Donc, par exemple, il nous paraissait intéressant que sous Nicolas Sarkozy, il y avait un ministère de l'immigration. Il n'y avait pas, par exemple, de ministère du chômage. Autrement dit, ça voulait dire que l'immigration était plus un problème que le chômage, pour le dire simplement. Et je crois que se poser des questions comme ça toutes simples, c'est-à-dire quelles sont les choses dont on parle, qu'est-ce qui fait que pendant tout le mandat de Nicolas Sarkozy, la figure la plus visible, c'était toujours le ministre de l'immigration, puis lorsque l'immigration a été rattachée à l'intérieur, c'était le ministre de l'Intérieur. Et du coup, d'ailleurs, ça nous aide à voir qu'il y a une certaine continuité, puisque la figure la plus visible du gouvernement actuel, comme vous le savez, c'est Manuel Valls, ministre de l'Intérieur en charge de l'immigration. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une continuité. Avant même de se poser la question de la continuité des politiques, il y a une continuité des problèmes et de l'incarnation de ces problèmes, c'est-à-dire de la représentation. Parce que la politique, c'est de représenter les choses, de nous donner des langages, de nous donner des images à partir desquelles nous essayons d'appréhender la situation. Donc, en fait, ce qui est très frappant, c'est que le problème de l'immigration, il est posé comme une évidence qui ne serait pas politique. Moi, c'est ce qui me frappe beaucoup, c'est que le triomphe politique, c'est d'arriver à poser des problèmes qui n'apparaissent plus comme politiques, qui apparaissent comme des problèmes qui se posent tout seuls. Parce que tant que ce sont des problèmes politiques, on peut se dire, ben voilà, par exemple, la droite dit ceci et la gauche dit cela. Non seulement sur tel sujet, mais surtout, la gauche parle plutôt, admettons, d'éducation. Et la droite parle, admettons, davantage de sécurité. Ça, classiquement, ça peut être un partage des tâches. Et à ce moment-là, on se dit, ben voilà, je comprends que chacun vient avec ses problèmes, et si je vote, je suis amené à choisir quels sont les problèmes qui me paraissent pas forcément les plus importants, mais surtout qui posent les questions que j'ai envie de me poser. Parce que, encore une fois, ça n'est pas un reflet de la réalité, c'est une manière de construire la réalité, c'est une manière de produire une réalité. Donc là, la continuité sur ce problème, on s'aperçoit bien sûr qu'elle s'inscrit dans une histoire longue, enfin longue, plus longue que les 2 derniers mandats. Moi, j'avais été frappé à la fin des années 1980 par le fait que le Nouvel Observateur avait publié un sondage et était assez horrifié par les réponses. On demandait aux gens quel est le parti le mieux placé pour s'occuper du problème de l'immigration. Et la réponse, c'était le Front National. Et très franchement, si on vous posait la question, étant donné le problème de l'immigration, qui est le mieux placé, j'espère que vous répondriez le Front National. Parce que, en fait, si on accepte l'idée que l'immigration est un problème et que c'est le problème qu'il faut régler, eh bien, c'est le parti qui a, depuis le début, défini que c'était un problème, qui me paraît le mieux placé pour le régler, c'est-à-dire pour l'entretenir.
non pas pour s'en débarrasser, puisque poser un problème, c'est pas vouloir régler un problème. C'est-à-dire que si, par exemple, la gauche considérait un jour que l'éducation est un problème, admettons, à titre d'hypothèse, eh bien, le but, ce ne serait pas de régler le problème. Ce ne serait pas, bon, allez, on en a fini avec l'éducation, on passe à autre chose. Le débat public va s'organiser autour de ça et que l'action publique va s'organiser autour de ça. Donc je trouve que ce qui est important, c'est de changer la manière dont on problématise les problèmes. Ou plus précisément même, la catégorie de problème. C'est quoi un problème? Un problème, c'est des gens qui arrivent à imposer l'idée que c'est à travers cette grille-là qu'on doit lire la société. Et le triomphe, c'est quand on arrive à convaincre tout le monde que c'est la seule manière de penser. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il est devenu presque impossible de dire autre chose. J'en prendrai un exemple lié aussi à l'expérience de cette France-là. On a donc publié, je le disais, juste avant l'élection présidentielle, 2 volumes, dont un qui s'intitule, qui est un essai, il y en a un qui s'appelle « Sans papiers et préfets », auquel je suis personnellement très attaché, parce qu'il me paraissait important qu'il y ait des portraits en miroir des sans-papiers et des préfets, puisqu'on oublie toujours les préfets. On parle beaucoup des sans-papiers, on parle très peu des préfets. Or, ce sont des personnes aussi, et des personnages importants dans cette histoire, et ce sont des acteurs essentiels, et il m'a toujours paru important qu'ils restent dans notre mémoire collective. C'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité dans la politique qui est menée. Je suis fonctionnaire aussi, et quand on est fonctionnaire, on est partie prenante d'un ordre de l'État, et la question du rôle qu'on y joue, elle se pose. Et d'autant plus que, comme vous le savez, le régime sarkozyen a insisté sur le cas par cas. Et le cas par cas, ça voulait dire qu'il y avait un certain pouvoir de décision des préfets. Donc il me paraît important, la preuve, c'est, je l'ai souvent souligné, qu'il y avait une prime de responsabilité. Et cette prime de responsabilité, instituée par Nicolas Sarkozy il y a quelques années, elle récompense cette responsabilité. Donc il est important, comme pour la littérature, si vous voulez, de considérer que la littérature a une responsabilité et qu'elle n'est pas irresponsable, de même, voire même peut-être encore plus les préfets, tant qu'à faire. Essayer de montrer comment, contrairement à ce qu'on nous raconte, la xénophobie n'est pas, chez nos dirigeants, le reflet d'une xénophobie toujours déjà là dans le peuple. Et quand on dit dans le peuple, souvent ça veut dire dans les classes populaires. Ben, c'est pas ça. En fait, la xénophobie, elle vient d'en haut, c'est-à-dire que la politique, encore une fois, c'est de produire des représentations, de constituer des problèmes, et donc de dire, voilà le problème que vous avez. Vous croyez que votre problème, par exemple, quand vous avez voté non au traité constitutionnel européen en 2005, c'était le néolibéralisme, les marchés, des choses comme ça? Pas du tout. Votre problème, c'était une sorte de souffrance liée à la perte de l'identité nationale. Donc, arriver à constituer ça comme le problème, eh bien, ça permet de dire aux gens qu'en fait, on ne fait que répondre à leurs attentes. Autrement dit, ça veut dire que la politique n'existe pas, qu'elle n'est que le reflet d'une demande sociale. C'est nier la responsabilité propre des politiques. Et il nous paraît important d'affirmer la responsabilité des politiques. Les politiques créent les problèmes, du coup, ils ne les reflètent pas. Ils ne sont pas simplement l'expression de la volonté populaire. La volonté populaire, elle ne préexiste pas à la politique. Donc, je suis très long et je m'en excuse. J'ajoute un élément, c'est que quand on a sorti ces livres, on s'est dit, et comme en vieillissant, on finit par avoir des relations, et donc on devait avoir la une de Libé. Et ce qui est important, on se dit, avec ça, on va frapper les esprits, et de même qu'en 2007, nous avons quasiment emporté l'élection, de même en 2012, etc. Et, manque de chance, il y a eu la tuerie de Toulouse. Et à partir de là, bon, c'était plus possible, parce qu'on n'allait quand même pas dire que l'immigration n'était pas un problème. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a là une responsabilité collective, parce que j'ai parlé jusqu'à présent des politiques, mais il y a aussi les médias, bien sûr, qui contribuent à définir quels sont les problèmes, de quoi on parle, qu'est-ce qui est pensable, qu'est-ce qui n'est pas pensable, qu'est-ce qui est opportun, qu'est-ce qui est inopportun. Donc là, même avec une grande sympathie pour ce que nous racontions, quand même, il ne faut pas exagérer, on ne peut pas dire en ce moment qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il y a un type qui s'appelle Mohamed qui vient de tuer des jeunes juifs. Voilà. Donc,
d'un seul coup, tous les arguments qu'on avait pu donner depuis des années pour dire mais en fait, vous voyez bien, économiquement, démographiquement, socialement, tout ce qu'on nous raconte sur le problème de l'immigration n'est pas fondé en raison, c'est purement une logique idéologique qui est démentie constamment, y compris même par la logique économique, la preuve, le patronat ne souhaite pas expulser à tour de bras, etc. Donc, le fait qu'on puisse rappeler des logiques raisonnables et rationnelles ne pesait plus rien par rapport à l'évidence que quand même, il faut être réaliste. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème puisque tout le monde sait bien qu'il y a un problème. Et qu'est-ce que ça veut dire tout le monde sait bien qu'il y a un problème? Ça veut dire que cette vision du monde a fini par s'imposer comme une évidence partagée. Donc c'est déprimant. Je suis désolé, c'est un peu... Enfin, même moi, ça me déprime. Hein. J'essaie de le dire en souriant d'un ton prime sautier, mais le fond est assez déprimant de cette affaire. Alors, depuis l'année dernière, nul n'ignore que nous avons changé de gouvernement. Quel regard le collectif Cette France-là et le tien, et quel regard poses-tu en fait sur les politiques migratoires qui seraient menées aujourd'hui par le gouvernement socialiste? Est-ce qu'il y a une rupture radicale? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a des nuances? Est-ce qu'il y a des... Ça m'intéresserait de voir un petit peu si dans les présupposés ou même simplement dans les lois ou dans les pratiques telles qu'elles sont aujourd'hui en vigueur, un changement notable est à opérer ou... Alors, nous en parlions très brièvement avant de commencer. Moi, je fais partie des gens qui ont toujours récusé l'idée qu'on pouvait renvoyer dos à dos la droite et la gauche. Je considère que, je n'ai aucun regret d'avoir voté à gauche même quand je n'y croyais pas, etc. Enfin bref, l'idée que quand même, bonnet blanc, blanc bonnet, je ne suis pas prêt à dire ça. Je ne suis pas prêt à dire que peu importe. Je ne suis pas prêt à dire que ça ne change rien. Je n'étais pas prêt à considérer que la réélection de Nicolas Sarkozy, finalement, ou l'élection de François Hollande, ce serait indifférent. Là, je parle en nom propre, bien sûr. Moi, je considérais qu'on ne peut pas dire c'est pareil. Et donc, j'étais assez critique des gens qui disaient c'est pareil. Depuis, je suis un peu embêté parce que, alors même que je fais partie aussi des gens dont la situation se résume par la formule suivante: je ne me faisais pas d'illusions, mais je suis quand même déçu. C'est-à-dire cette contradiction dans les termes, je crois qu'elle ne m'est pas propre. Bien sûr, il y a des gens qui ne se faisaient pas d'illusions du tout et qui n'ont pas été déçus du tout. Mais je crois que je ne suis pas le seul à être dans cette situation. Alors c'est vrai dans beaucoup de domaines. L'exemple emblématique, c'est le traitement des Roms. Moi, je suis très frappé, c'est-à-dire qu'en ne se faisant pas d'illusions, je m'imaginais plutôt une situation comparable à celle qu'on voit sur l'immigration plutôt que sur les Roms. C'est-à-dire, sur l'immigration, on a une politique qui est à peu près équivalente à celle de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, c'est-à-dire avec des nombres d'expulsions supérieurs. Voilà, mais on est dans le... En gros, ça continue pareil, plus ou moins. L'avantage éventuel, c'est qu'au moins, il n'y a pas cette mise en scène perpétuelle, c'est-à-dire cette revendication constante du fait que c'est super d'expulser. Parce que c'est quand même ça, me semble-t-il, que Nicolas Sarkozy avait introduit. Ce n'était pas le fait d'expulser, qui n'était pas entièrement nouveau, c'était de dire, vraiment, vous avez vu, on expulse. Hein. C'est-à-dire une sorte de jouissance qui me paraît problématique. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que les expulsions soient sans importance, mais rajouter par-dessus cette logique le spectacle des expulsions, comme ce qui s'est joué à Calais précisément, c'est-à-dire le spectacle du démantèlement de la jungle, etc. La mise en spectacle de cette politique rajoutait une violence à la violence, me semble-t-il. Donc je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose comme ce qui se passe sur l'immigration, c'est-à-dire la même chose sans le spectacle. Et je crois que c'est à peu près ce qu'on a sur l'immigration. En revanche, pour les Roms, on a eu le spectacle aussi. Et là, il y a quelque chose, je trouve, de très troublant. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de se dire pourquoi, dès l'été 2012, était-il nécessaire pour la gauche de répéter l'été 2010 de Nicolas Sarkozy, qu'elle avait été la première à dénoncer.
il se trouve que l'interprétation qui me vient à l'esprit d'abord, et on avait écrit un texte là-dessus avec Michel Fer, qui préside cette France-là, et avec qui je travaille de manière très proche depuis une quinzaine, plus de 10 ans. Non, depuis 20 ans. C'est complètement déprimant, ça aussi. Mais on avait écrit un texte pour suggérer qu'il y avait une coïncidence chronologique cet été qui était intéressante, c'est que l'émergence de la question Rome dans l'espace public coïncidait avec, plus ou moins à quelques jours près, avec la décision du Conseil constitutionnel qui permettait de ne pas soumettre un référendum et donc de ne pas politiser la question du nouveau traité européen de stabilité. Et de ce point de vue-là, il me semblait que c'était une manière pour la gauche de tirer les leçons de 2005 doublement. D'une part, parce que, effectivement, quand on demande aux gens de voter, ils risquent de dire non. Donc, la solution est de ne pas leur demander de voter. Ça, c'était, me semble-t-il, l'aspect le plus évident. Mais il y a aussi la leçon de 2005. Elle avait d'abord été tirée par Nicolas Sarkozy lui-même. Nicolas Sarkozy, 2 semaines après le rejet du traité constitutionnel européen en 2005, était revenu au gouvernement. Le Premier ministre de l'époque, c'était Dominique de Villepin. Et le ministre d'État numéro 2 du gouvernement, c'était Nicolas Sarkozy. Et donc la concurrence pour 2007 s'est jouée à ce moment-là. Et Nicolas Sarkozy a pris l'avantage, à ce moment-là, contre Dominique de Villepin, pourtant Premier ministre, parce qu'il présidait l'UMP et que 2 à 3 semaines après ce vote, il avait organisé une convention de l'UMP sur l'immigration, où il avait présenté la politique d'immigration comme une réponse, comme la réponse au non du traité constitutionnel européen. C'est-à-dire, c'était son « je vous ai compris ». C'était que si les gens avaient voté non, c'était parce qu'ils avaient l'impression de ne plus avoir de choix et parce qu'ils avaient l'impression de ne plus être protégés. Donc, comment leur redonner un choix avec l'immigration choisie et comment leur donner le sentiment d'être protégés? Eh bien, protégés contre l'immigration subie. C'était tout le discours sur l'identité nationale. Alors, bien entendu, la réalité de l'immigration choisie a été à peu près nulle. Donc, ce qui en est resté, c'est la catégorie d'immigration subie. Et la catégorie d'immigration subie était une invention très forte de Nicolas Sarkozy, puisqu'elle permettait d'étendre la catégorie du problème. Pendant très longtemps, le problème, quand on a parlé d'immigration, c'était les sans-papiers. Comme je l'ai souvent souligné, le problème de ce problème, c'est qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est-à-dire, les sans-papiers, il y en a 200 000, 300 000, 400 000 sur une population de 60-65 millions d'habitants. Ce n'est pas beaucoup. La comparaison pertinente, c'est les États-Unis. 11 ou 12 millions de sans-papiers. Il y en a moins depuis Obama, donc on est plutôt passé de 12 à 11. Disons 11 millions de sans-papiers pour une population 5 fois plus importante que celle de la France. Bah, vous voyez, ça voudrait dire qu'en France, il y en aurait, allez, disons 2 millions. On en est loin. Donc comment se fait-il que l'immigration clandestine, entre guillemets, c'est-à-dire les sans-papiers, ait occupé le débat public? Bah, il a fallu tout un travail pour entretenir ce problème. Parce que si les gens commençaient à se dire, finalement, il n'y en a pas beaucoup, et d'ailleurs, en plus, ils ne me gênent pas, etc., voilà, ils gardent les enfants, ils construisent des immeubles, etc. Bon, on pourrait se dire, après tout, parlons d'autre chose. Et là, l'innovation de Nicolas Sarkozy, c'était d'étendre la catégorie en ne parlant plus seulement des sans-papiers. Avec la catégorie d'immigration subie, il incluait toute une immigration légale, voire même une immigration de droit. Cette immigration légale, c'était en particulier dans le cadre du regroupement familial. Et aussi avec les mariages binationaux, dont vous savez qu'ils sont de plus en plus devenus un problème. C'est-à-dire qu'au lieu que les mariages binationaux soient considérés, comme c'est le cas traditionnellement en sociologie, comme un signe d'intégration, d'un seul coup, ils devenaient le signe d'un manque d'intégration. Donc il y a eu un renversement, puisque au fond... voire de la désintégration voilà. de la société française et de son identité. Voilà, donc il y a une sorte de renversement qui est très efficace, puisque ça permet de se dire, vous croyez qu'il y en avait que 300 000 – 400 000 ? Pas du tout. Le problème, c'est des millions de gens. Parce qu'il y a ceux qui font venir leur famille légalement, il y a ceux qui se marient de plein droit, il y a les demandeurs d'asile, et je ne vous parle même pas des étudiants,
qui désormais font partie des statistiques. C'est-à-dire que quand vous entendez qu'il y a toute une ville comme Rennes qui arrive chaque année en France, donc vous vous demandez où est-elle. C'est entre autres parce qu'on ne vous dit pas que cette ville repart en grande partie, puisque par exemple les étudiants, c'est un des problèmes, c'est qu'ils ne restent pas tous toujours. Et surtout quand on leur rend la vie impossible d'ailleurs. Donc en fait, plus vous grossissez la masse du problème, plus vous avez un problème et plus ça justifie de dire il faudrait quand même bien qu'on s'occupe de ce problème. Donc de ce point de vue-là, la leçon de 2005, c'était de dire changeons de problème aussi, simplement changeons de problème pour dire votre problème, ça n'est pas l'économie, c'est l'immigration, l'identité nationale. Qu'est-ce qui se passe en 2012 avec la question des Roms? On dit aux gens, votre problème, ce n'est pas le traité de stabilité. Ça, finalement, ce n'est pas très important. D'ailleurs, un petit test empirique, c'est essayer de demander autour de vous le nombre de gens qui connaissent le nom de ce traité. C'est quand même intéressant, parce que c'est un traité important, et je crois qu'à peu près personne n'est capable, sans bredouiller, de dire son nom. Alors qu'on a appris à dire des tas de noms bizarres, etc. On peut dire, par exemple, alors que c'est des noms même pas français, parce que ça nous parle d'immigration. Donc il me semble qu'il y a là quelque chose d'intéressant, c'est au fond qu'est-ce qu'on arrive à dire et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à dire. Donc ce qui s'est passé pendant l'été 2012, c'est qu'au moment où on aurait pu commencer à parler des logiques économiques et donc de choix politiques en matière d'économique, c'est-à-dire considérer que l'économie était un problème, on avait des choses beaucoup plus importantes, à savoir les Roms. Mais les Roms, c'est un exemple particulièrement intéressant parce que, je vous disais tout à l'heure, les sans-papiers, le problème c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Malheureusement, si on veut alimenter le problème de l'immigration, les Roms, il y en a encore moins. Les Roms, il y en a 15 000. Alors là, on se dit, c'est vraiment très fort rhétoriquement. C'est-à-dire être convaincu que la préoccupation majeure des Français, c'est 15 000 personnes, pour une population de 65 millions d'habitants, je pense que vraiment, c'est un triomphe de la rhétorique. L'idée qu'on puisse considérer que c'était vraiment ça le problème qui agitait les gens cet été. Moi, je suis très frappé, effectivement, je connais empiriquement mal la question, entre autres parce que les Roms, on ne les voit pas beaucoup. C'est-à-dire, on les voit sur le bord des routes. On voit des gens qui sont un peu dans un coin, etc. Mais, je ne sais pas vous, mais moi, je vais rarement sur le bord des autoroutes, par exemple. Je m'arrête presque jamais en voiture, sauf quand j'ai une panne, pour essayer d'enjamber le truc, pour aller voir les gens qui sont sous un pont, etc. Donc, ils ne me gênent pas beaucoup. Donc, je trouve tout à fait extraordinaire qu'on arrive à constituer ça comme le problème. Et là, il y a quelque chose, me semble-t-il, qui est remarquable, c'est que ce qui est emprunté, c'est non seulement le problème des Roms, mais aussi la stratégie pour dire c'est de ça qu'on parle et non pas d'autre chose. C'est une stratégie qui a été inventée par Nicolas Sarkozy et qui a été reproduite à l'identique par Manuel Valls cet été. Alors, comme vous le savez, beaucoup de gens ont dit « oui, mais c'est parce que Manuel Valls, c'est lié à sa personnalité ». Personnellement, il me semble que c'est une vision un peu courte des choses, parce que je n'ai pas l'impression qu'en général, les ministres font ce qu'ils veulent. Regardez, par exemple, Arnaud Montebourg. Il ne suffit pas, en gros, d'avoir un gros ego pour arriver à faire que le gouvernement court derrière vous. Donc, en fait, il s'agit non pas d'un effet de personnalité, mais d'une stratégie gouvernementale. Et il me semble que c'est ça qui est difficile à penser aujourd'hui, c'est cette stratégie gouvernementale. Parce que là, quand je vous la décris, admettons que provisoirement, soit je vous ai convaincu, soit vous ayez déjà partagé ce point de vue auparavant, admettons, on est d'accord, c'est une stratégie. Mais oui, mais on a quand même tendance à se dire que ce n'est pas une stratégie très intelligente. C'est-à-dire, elle est efficace à court terme. C'est super, on n'a pas parlé du traité européen. Mais est-ce que, par exemple, nous pensons que ça va assurer la réélection de la gauche ? Franchement, si aujourd'hui on avait à faire circuler un chapeau pour que chacun parie de l'argent, à mon avis, moi je parierais plutôt sur le fait que ça va être une bonne affaire pour la droite, voire l'extrême droite. J'ai du mal à penser que le fait de reprendre systématiquement des positions de droite soit la garantie d'une réélection pour la gauche. Selon une logique qui a été énoncée de manière limpide il y a 30 ans par Jean-Marie Le Pen, que les gens préfèrent l'original à la copie. Donc il me semble qu'il n'y a pas de raison de penser, et c'est là la difficulté, je trouve,
qu'on peut ressentir, c'est qu'on veut bien croire au machiavélisme des politiques. Mais en même temps, si c'est un machiavélisme imbécile. Et c'est là la difficulté, me semble-t-il, que nous avons. On est confronté à des gens intelligents qui calculent, mais qui font un calcul à très court terme. La preuve, c'est qu'on a exactement ce qui se reproduit simplement en version accélérée par rapport à ce qu'on avait connu pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, puisque, comme vous savez, ce qu'on disait beaucoup à propos de Nicolas Sarkozy, c'est que c'était quand on n'était pas d'accord, on disait que c'était une politique démagogique. C'est-à-dire, c'est pour faire plaisir aux gens qui fait de la xénophobie. Alors, je vous rappelle, nous, notre argument avec cette France-là, c'était celui d'une xénophobie d'en haut. C'est-à-dire que les gens ne sont pas naturellement xénophobes. Il ne suffit pas qu'il y ait une crise économique pour que les gens aient envie de persécuter les juifs, par exemple. Il faut qu'il y ait une petite intervention politique pour faire mousser tout ça. Bon. Et donc, la question, elle n'est pas simplement les gens spontanément, quand ça ne va pas, votent à l'extrême droite. La preuve, par exemple, aux États-Unis, dans les années 30, la crise économique, ça a amené le New Deal, par exemple. Donc, il n'y a pas de mécanique nécessaire qui fait que crise économique égale vote d'extrême droite. De manière générale, il me semble qu'il n'y a pas de mécanique en politique. Une chose n'en entraîne pas nécessairement une autre. Donc, il y a de la politique. C'est-à-dire que la politique, ça veut dire que ce n'est pas joué. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a une responsabilité des politiques. Quand on regarde ce qui s'est passé, quand on voit cette continuité de Nicolas Sarkozy à François Hollande, ce qui est très frappant, c'est que ça n'a pas été, sous Nicolas Sarkozy, une politique populaire. C'est-à-dire que plus on sortait le débat sur l'identité nationale, sur l'islam, etc., plus les codes de popularité descendaient. Or, on nous dit que les politiques n'arrêtent pas d'acheter des sondages. C'est bien qu'ils y croient. Donc, en fait, ils faisaient une politique et ils vérifiaient qu'elle était bien impopulaire. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, là, c'est quand même un peu irrationnel. On veut bien accuser les politiques d'être démagogiques, de ne faire les choses que pour être populaires, mais ne faire les choses que pour être impopulaire, ça demande un vrai courage. C'est-à-dire être xénophobe pour gagner les voix des électeurs, d'accord, et perdre. Il faut vraiment y croire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe la même chose aujourd'hui. Ce que fait François Hollande, eh bien, ça se traduit dans les sondages par une baisse effrénée. Certes, Manuel Valls monte, mais je vous rappelle que ce n'est pas lui le président de la République, ce n'est pas lui le Premier ministre. Donc en fait, cette politique, elle profite dans les sondages à Manuel Valls. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où on a dit c'est ça le vrai problème, eh bien c'est la même réponse qu'au sondage du Nouvel Observateur à la fin des années 80. Une fois qu'on s'est donné un problème, qui est le mieux placé pour le résoudre? C'est-à-dire pour l'entretenir. Le fait que les politiques soient machiavéliques, ça, en gros, au bout de 1 ou 2 ans d'études, on a fini par comprendre que c'était une logique qui pouvait marcher. Mais on ne nous avait pas expliqué qu'ils étaient machiavéliques à rebours. C'est-à-dire tout faire pour ne pas être réélu. Et là, il me semble qu'il y a un cas d'école intéressant. Donc ça pose un problème quand on essaie non seulement d'interpréter, c'est-à-dire par exemple de jouer le sociologue, ou le politiste, ou je ne sais pas quoi, mais aussi quand on essaie d'avoir une action politique. Parce que de quelle arme dispose-t-on pour espérer que ça change? C'est une chose de savoir qu'on ne peut pas faire appel à la raison, c'est-à-dire dire « mais je vous assure, économiquement, démographiquement, etc., il n'y a pas de problème, etc. » Bon. Ça, une fois qu'on a compris que la raison ne joue pas un rôle très important dans la détermination des politiques, très bien. Mais après, on se dit « moi, je suis machiavélique, et donc je vais leur parler de leur intérêt électoral. » Eh bien non plus. Et donc, la question de savoir quels sont les bons arguments commence à devenir problématique. Et il se pourrait bien que ce ne soient pas les arguments qui fassent changer les gens. Que la question des rapports de force soit évidemment beaucoup plus décisive. Et c'est là que ça pose un problème pour cette France-là, c'est comment on fait la suite. C'est-à-dire, en fait, si on ne se dit pas qu'on se résigne à tout ça, c'est-à-dire si on ne se résigne pas à la dépression qui menace, parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est-à-dire que si la droite et la gauche disent la même chose, après tout, autant rester chez soi et se dire que la politique est décevante et finalement se dire, moi j'ai de la chance, très franchement, je suis fonctionnaire. Le chômage, ça ne me touche pas.
Donc, en fait, il me semble qu'il y a une tentation très forte pour beaucoup de gens, qui est celle de l'égoïsme. De se dire, puisque mon action politique ne marche pas, puisque la raison n'a pas de prise, puisque l'indignation finit par s'émousser, etc., je ferais mieux de rester chez moi et de faire des confitures. Ce qui est... Non mais moi je voudrais revenir sur un point, j'aimerais avoir une petite précision. Puisque les politiques qui sont menées aussi bien par la droite que par la gauche en matière migratoire, notamment avec l'exemple des Roms, ce que tu viens d'expliquer notamment par rapport à l'exemple des Roms, n'est pas payant électoralement, quel est le sens profond alors de ces politiques-là? C'est-à-dire que c'est là où ça devient quelque chose de bien plus problématique et extrêmement grave. C'est-à-dire que c'est plus du tout une instrumentalisation démagogique de tel ou tel aspect pour de petites fins politiciennes. C'est que véritablement ça met en jeu non seulement des visions du monde, mais enfin, un certain nombre de présupposés politiques extrêmement forts. En gros, tu parlais de xénophobie d'en haut, ça montre qu'en fait, je dirais pas sans racines, mais enfin est extrêmement présent maintenant une idéologie, des idées, donc des conceptions du monde qui sont extrêmement graves. Oui, enfin, sur la gravité, je n'ai aucun doute. Sur le mécanisme, c'est là... Enfin, d'abord, hein, enfin, très franchement, enfin, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je trouve difficile de tirer les conclusions de ce que je crois constater et que j'essaie de décrire. C'est-à-dire, admettons encore une fois que j'ai raison, du coup, on fait quoi ? Et on fait quoi intellectuellement, mais on fait quoi politiquement? Et je ne suis pas très clair là-dessus, je le dis bien volontiers, je le regrette. J'aimerais bien avoir un programme, mais on essaie d'y réfléchir. Mais voilà, donc je ne me sens pas du tout assuré, ni dans l'interprétation, ni dans les conséquences à en tirer. Il me semble que là, ça aide à penser effectivement en sortant d'une illusion qui est que les politiques se déterminent en fonction de leurs intérêts. Autrement dit, il y a des croyances. Ce qu'on sait bien par ailleurs. Hein. Et ces croyances, ça ne veut pas dire, à mon sens, que, je ne sais pas, François Hollande est xénophobe. Je ne pense pas que ce soit ça la question. Je suis même relativement prêt à croire que Nicolas Sarkozy n'était pas particulièrement xénophobe. Bon, peut-être que si quand même. Mais en tout cas, ça n'est pas nécessaire, me semble-t-il, à la compréhension des choses. C'est-à-dire que s'il n'y avait que les gens xénophobes qui menaient des politiques xénophobes, ça irait plutôt bien. Le problème, c'est qu'il y a des tas de gens pas du tout xénophobes, très antiracistes, etc., qui mènent des politiques qui sont, de fait, xénophobes et racistes. Donc, c'est ça la difficulté. Mais si c'était pour avoir un peu, si c'était à la rigueur pour obtenir un gain. Voilà, non, mais c'est bien sûr. Mais là, c'est l'inverse. Non, mais du coup, c'est là que il me semble que le gain qu'ils y voient, c'est qu'on ne parle pas de l'économie. Et du coup, le problème ne fait qu'être déplacé. C'est-à-dire, pourquoi ils croient qu'il faut qu'on ne parle pas d'économie? Et là, il me semble qu'on sort aussi de la rationalité, mais on est plutôt dans une sorte de croyance, et cette croyance, elle a à voir avec des effets d'hégémonie idéologique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé, me semble-t-il, idéologiquement depuis les années 80? C'est que, au fond, quand on entend tout le temps parler de droite décomplexée, l'envers de ça, c'est bien sûr la gauche complexée. Il n'y a pas de droite décomplexée sans une gauche complexée. Et il n'y a pas de droite éhontée sans une gauche timorée. C'est comme ça que ça marche. Parce que l'enjeu, c'est que s'il y avait face à la droite décomplexée une gauche décomplexée, eh ben, la droite serait plus décomplexée. Donc il me semble que là, la question, c'est la question gramscienne, me semble-t-il, c'est-à-dire d'arriver à imposer ses idées. Et là-dessus, je crois que la grande bataille idéologique depuis les années 70 a été gagnée par la droite. On l'a vu aux États-Unis. Pour prendre une comparaison, ce qui était très frappant, c'est l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, qui avait le moyen, à la faveur de la crise, de proposer des politiques alternatives, et qui a choisi de reconduire des gens qui avaient travaillé sous Clinton pour mener l'économie. C'est-à-dire, les gens même qui avaient mis en place la politique néolibérale qui était en crise étaient censés remédier au problème. Comment est-ce possible? On peut se dire, c'est parce qu'au fond, c'est un type modéré, voire conservateur, etc. C'est possible.
Mais en tout cas, il me semble que c'est parce que l'idée qu'il est raisonnable d'être de ce côté-là est partagée. Et je crois que la grande difficulté, c'est de faire entendre que le raisonnable n'est pas forcément rationnel. C'est-à-dire le raisonnable, c'est le sens commun d'aujourd'hui, et le sens commun d'aujourd'hui, ce ne sera pas le sens commun de demain. Et ça, c'est très difficile de le faire entendre, puisque ça veut dire qu'il faut se placer du point de vue de demain. Or, la politique se place uniquement du point de vue d'aujourd'hui. Et c'est ça la grande difficulté, c'est d'introduire une temporalité un peu différente. C'est-à-dire de faire entrevoir que le monde ne sera pas toujours comme il est aujourd'hui. Pour ma part, c'est une rhétorique que j'ai essayé de beaucoup utiliser dans des différentes interventions, c'est d'essayer, par exemple, de se projeter dans l'avenir, y compris de laisser entrevoir, et c'est vrai sur d'autres sujets d'ailleurs, pas seulement sur les questions d'immigration, etc. Pour ma part, j'ai été amené à proposer ce genre d'analyse aussi bien sur les questions d'homophobie. C'est-à-dire essayer de dire, et si on se projetait, et je le fais souvent sur un mode avec plus de pathos, c'est-à-dire quand nos enfants nous demanderont, ou nos petits-enfants nous demanderont, alors je reconnais moi-même que c'est un peu larmoyant, chose, ça fait un peu vibrer pendant quelques secondes. Donc, quand nos petits-enfants nous demanderont pourquoi nous défendions une politique xénophobe, par exemple, il me semble que c'est une question qu'il est très difficile de se poser parce qu'on n'arrive pas à se dire qu'il y aura une mémoire de ce qui est en train de se passer. Et moi, c'est une question à laquelle j'essaie de réfléchir, c'est le fait que, parce que ces questions sont des questions d'actualité, eh bien, il nous est très difficile de penser que ce sont en même temps des questions historiques. Il nous est très difficile de penser que ce qui se passe aujourd'hui sera demain dans un livre d'histoire. Et quand on dit demain, ce n'est pas demain dans 100 ans. L'exemple auquel je fais parfois référence, c'est le fait que, vous connaissez le livre qui a été très influent de Robert Paxton sur la France de Vichy. Il est important de se dire qu'il y a des jeunes Américains qui, dans leurs universités, préparent des thèses où il y aura les noms propres des différentes personnes qui ont mené ces politiques. Et je crois que ça, et que ça veut dire que dans 10 ans, ces livres-là sont sur le marché, pas dans 50 ans. Donc, il me semble que c'est cela que très souvent, on n'arrive pas à se représenter. C'est qu'il y a une temporalité qui ne se limite pas à la temporalité médiatique, qui est une temporalité qui excède l'actualité, ou plus exactement, une historicité qui traverse l'actualité. Et c'est cela, me semble-t-il, qu'il est important de faire entendre, y compris économiquement. Parce que la politique qui est menée aujourd'hui, c'est une politique qui est entièrement déterminée par l'idée qu'au moins, aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de ça. La question, c'est d'arriver à introduire dans le débat politique une temporalité légèrement différente. Une temporalité qui permette de se dire et dans 6 mois, et dans 1 an, et dans 3 ans. Je crois que c'est ça en ce moment qu'il est très difficile de faire entendre. Et donc l'irrationalité des politiques, elle tient aussi au fait que leur rationalité est par la temporalité des médias. En tout cas, c'est une hypothèse.